L'ambiance est fébrile ce samedi à la COP28 à Dubaï. Les négociations sont, je le disais, dans leur dernière ligne droite. De nombreux États veulent acter la sortie des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Mais l'organisation des pays exportateurs de pétrole provoque l'indignation. L'OPEP a demandé à ses membres de rejeter tout accord ciblant les énergies fossiles, pourtant principal responsable du réchauffement climatique. Et pour en parler, nous recevons l'économiste Christian de Pertuis, auteur de l'ouvrage « Carbone fossile, carbone vivant, vers une nouvelle économie du climat » paru aux éditions Gallimard. Bienvenue sur le plateau du 64. Bonsoir. Alors Christian de Pertuis, en tant qu'économiste du climat d'abord, êtes-vous, vous aussi, indigné par la position de l'OPEP ? Indigné, je dirais que c'était assez prévisible, si vous voulez. Ce qui est très frappant dans cette COP, c'est que effectivement, la question de la sortie du pétrole et du gaz est au cœur de la négociation. Et dans les groupes constitués de négociateurs, l'OPEP ne figure pas parmi ces groupes. Et donc jusqu'à présent, le lobbying de l'OPEP était plutôt discret par derrière, sans qu'on se rende bien compte, si vous voulez. Et là, ce qui se produit, si vous voulez, c'est qu'effectivement, de façon, je pense, assez maladroite, le secrétaire général de l'OPEP a envoyé un courrier qui a été ébruité. Donc, finalement, quelque part, ça met clairement sur la table quelque chose qui existe depuis le début de la négociation climatique, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Et très concrètement, s'il n'y a pas d'accord sur cette question des énergies fossiles, la COP28 sera un échec ? Alors, dans la Parce que pour l'instant, même si la Chine nous dit que les négociations avancent, on comprend bien que c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de désaccords. Bien sûr, c'est compliqué. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Parce que les questions qui fâchent sont généralement les questions les plus importantes. Alors, au fond, comment est-ce qu'on peut vraiment poser la question ? Jusqu'à présent, on s'est mis d'accord pour accélérer les investissements dans les énergies renouvelables. On s'est mis d'accord pour accélérer l'efficacité énergétique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Après, on peut discuter combien d'argent met, etc. Bon. Mais ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas de rajouter des éoliennes ou de rajouter des panneaux photovoltaïques, c'est d'enlever des actifs économiques qui sont liés soit à la production, soit à la consommation d'énergie fossile. Et donc, vous voyez que dans les années qui viennent, tout le cœur de la négociation climatique va porter sur à quel rythme est-ce qu'on est capable de sortir de notre dépendance au charbon, au pétrole et au gaz. Un premier pas a été fait dans cette direction il y a 2 ans à Glasgow. Mais ça ne concernait que le charbon et que la production électrique. Là, à Dubaï, la question de l'ensemble des énergies fossiles est posée. Et comme on est dans un pays pétrolier, évidemment, cette question, elle cache un peu toutes les autres, si vous voulez. Mais il y a d'autres questions très importantes dans cette COP qui se négocient, notamment, j'en citerai 2, les transferts financiers vers les pays moins avancés et également la réduction des émissions de méthane. Vous évoquiez à l'instant les enjeux économiques. Alors oui, sortir, se désengager progressivement de cette dépendance aux énergies fossiles, c'est une chose, mais les enjeux économiques, évidemment, ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. On imagine que ce n'est pas la même chose de demander cela aux pays du Golfe ou à la France, par exemple. Alors, je voudrais insister sur un point. La dépendance au pétrole et au gaz, elle est très forte dans tous les pays du monde. Et l'Europe, dans son ensemble, n'a pas commencé à désinvestir ni du pétrole ni du gaz. Et l'une des premières réactions à la guerre en Ukraine, ça a été d'accroître les permis d'exploitation et d'exploration en mer du Nord pour aller rechercher plus de gaz, pour aller rechercher plus de pétrole, d'accroître les investissements dans les infrastructures de GNL. Donc la question de la sortie du pétrole et du gaz ne se pose pas que pour les pays du Proche-Orient. Elle se pose également à nous. Simplement, comme ces économies sont extraordinairement dépendantes du pétrole ou du gaz, c'est une image un peu amplifiée de notre problème. Mais le problème, il est partagé par tout le monde. Alors, juste peut-être pour renvoyer au livre que vous avez cité, dans Carbone fossile, carbone vivant, j'ai reconstitué un groupe qui s'appelle le groupe du G17. Ce sont les 17
pays dont l'économie est la plus dépendante de la production et de l'exportation d'énergie fossile. Par exemple, effectivement, l'Algérie, le Nigeria, oui. L'Afrique du Sud. Vous avez bien lu, effectivement, voilà, l'Australie et la Norvège. Et la Norvège, effectivement. Hein, donc, il ne faut pas du tout que nos auditeurs imaginent que la question du pétrole et du gaz ne concerne que les pays du Proche-Orient. En réalité, parmi les grands producteurs et exportateurs d'énergie fossile, il y a des pays développés, il y a des pays en voie de développement, il y a des pays en Asie. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais quand même, la rente fossile, c'est ce qui porte aussi l'économie de ces pays. Mais si vous regardez la rente fossile, à court terme, ça crée beaucoup de richesses. Mais ça fragilise énormément l'économie. Hein. Oui, mais aujourd'hui, on imagine que ça serait complètement suicidaire pour tous ces pays sur le plan économique s'ils décidaient, là, maintenant, aujourd'hui, justement, de sortir de cette rente fossile. La question qui est posée n'est pas du tout de sortir aujourd'hui de la production et de la consommation de toutes les énergies fossiles. La question est d'arrêter d'investir, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie sont parfaitement clairs. Si on veut prendre une trajectoire qui nous conduit vers un monde où le réchauffement est inférieur à 1,5 degré, il faut amorcer dès maintenant le désinvestissement de ces énergies fossiles. Et donc, il faut commencer par cesser d'accroître les capacités de production, d'exploration et de transport. Et c'est ça qui est discuté aujourd'hui. Donc, personne n'imagine que vous allez demain arrêter brusquement toutes les exportations de pétrole du Proche-Orient. De même que, par exemple, dans un autre domaine, personne n'imagine que demain, on va cesser toute la production d'électricité nucléaire en France. La question, c'est est-ce qu'on continue à investir dedans ou pas ? Et pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, la réponse des experts est parfaitement claire. Il faut cesser ces investissements de capacité. Cesser ces investissements, ça prendrait combien de temps, concrètement ? C'est exactement ce que sont en train de discuter les pays, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, je voudrais un tout petit peu nuancer le propos. Le résultat de la COP ne va pas être tout blanc ou tout noir. Il n'y aura pas un schéma précis qui va vous donner un calendrier de sortie des investissements des énergies fossiles déclinés pays par pays. Du reste, ce n'est pas du tout ça qui est négocié à la COP. Donc, en réalité, les pays sont en train de discuter sur quelle formulation pourrait être acceptable par l'ensemble des pays. Vous avez des pays qui, à l'instar des petits États insulaires, de certains pays moins avancés en Afrique au sud du Sahara, ont rejoint la position européenne, qui est d'avoir une formulation assez précise sur la nécessité d'arrêter le plus vite possible l'ensemble des énergies fossiles. Et puis, vous avez des formulations plus souples. Il y a une grande discussion, par exemple, à l'heure actuelle, entre les négociateurs sur les termes « phasing out » ou « phasing down », c'est-à-dire retirer ou ralentir. Oui. Bon. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, derrière un peu la médiatisation du courrier très maladroit de l'OPEP, c'est ce qu'a dit le représentant de la Chine. Ça, c'est très important. Il y a des progrès. Le représentant de la Chine, c'est très important. Pourquoi ? Parce que, en réalité, même si dans la COP, la gouvernance fait que chaque pays a le même temps de parole et la même voix, certains pays comptent plus que d'autres. Et le représentant de la Chine pèse lourd dans la négociation et manifestement, il est en train de faire avancer les choses vers une formulation de compromis. De compromis, mais on sait bien que ces accords, ces déclarations qui sont faites lors des COP, la plupart du temps, elles sont non contraignantes. Donc peut-être qu'on va avoir effectivement à l'issue de cette COP de grandes annonces sur le fait que les pays s'engagent à, alors peut-être pas renoncer, mais en tout cas à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles. Mais peut-être que dans 10 ans, on se rendra compte que finalement, rien n'a été fait. Non, ça ne va pas se passer du tout comme ça. On est dans une période charnière dans l'application de l'accord de Paris. Et vous savez que l'accord de Paris, effectivement, les grandes déclarations ne sont pas contraignantes, mais chaque pays doit déposer auprès des Nations Unies ses propres engagements. Et là, il n'y a pas de mécanisme de vérification Il y a un mécanisme de vérification que les engagements qui sont posés sont plus ou moins réalisés. Il n'y a pas de sanctions. C'est différent, il n'y a pas de sanctions. Mais quand même, il y a des engagements. Et dans le cycle de négociation, à la sortie de l'accord de Dubaï, les pays auront au plus 2 ans pour reformuler leurs nouveaux engagements au plus tard en 2025 dans la COP qui aura lieu
au Brésil. Donc c'est pas du tout uniquement, c'est pas totalement anodin, si vous voulez. Ce n'est pas directement contraignant, mais la mécanique onusienne est une mécanique assez lente. Alors c'est un peu désespérant lorsqu'on voit l'urgence climatique. On aimerait bien que ça aille plus vite. Mais le monde, il est tel qu'il est, il n'est pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Et on ne peut pas dire que la COP n'a aucun impact. La COP a un impact indirect parce qu'elle va conduire les différents gouvernements à poser des engagements plus ou moins en conformité et agir, avec on l'objectif. suivra ça évidemment avec attention. Christian de Pertuis, je voudrais qu'on revienne sur des choses peut-être plus terre à terre, mais parce que votre regard d'économiste nous intéresse. Vous défendez l'idée qu'il faut, dans votre livre, qu'il faut investir dans la biodiversité. C'est vrai qu'on lit partout qu'il faut plutôt agir sur le climat pour protéger la biodiversité. Vous dites que finalement les deux sont interdépendants. Est-ce que vous pourriez d'abord nous parler du drame que vivent nos forêts? Parce que c'est quelque chose que vous évoquez dans votre livre et qui est important. Absolument. Alors, en gros, pour stabiliser le climat, il faut évidemment stabiliser le stock de gaz à effet de serre. On peut agir en réduisant les émissions brutes, mais on peut agir également en améliorant la capacité du système naturel à capter le CO2. Sur Terre, ça se fait principalement via le couvert forestier, mais également via certaines pratiques agricoles. Et on voit qu'aujourd'hui, la capacité de stockage des forêts est altérée par deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est la déforestation tropicale. Mais le deuxième facteur qui est très important, c'est que le réchauffement climatique freine la croissance des arbres. Le réchauffement climatique fait remonter des invasifs. Et comme les invasifs vont beaucoup plus vite que les arbres, les arbres souffrent. Et par exemple, en France, la capacité de stockage de CO2 de la forêt française a pratiquement été divisée par 3 sur les 15 dernières années. Comment est-ce qu'on peut recréer cette capacité de stockage du CO2 par le système naturel en investissant dans la diversité du vivant? Alors c'est quoi précisément investir dans la diversité du vivant? Ça passe par des nouvelles formes d'agriculture? Alors ça passe par exemple en ce qui concerne les forêts, faire des forêts beaucoup plus diversifiées avec des espèces beaucoup plus diversifiées et surtout pour le système agricole, changer les techniques de production agricole et basculer d'une agriculture qui est devenue terriblement spécialisée, chimisée, qui utilise du matériel végétal très très pauvre, vers une agriculture agroécologique qui utilise la diversité du vivant pour produire de façon plus résiliente et de façon plus intensive à l'hectare. Mais cette agriculture écologique, elle ne risque pas justement de pénaliser les agriculteurs sur le plan économique? Alors, sur le plan économique, évidemment, c'est une transformation des systèmes de production agricole avec de nouveaux modèles économiques à trouver. Ces modèles économiques sont des modèles qui, en général, agissent beaucoup plus sur la modération des coûts de production, puisque l'agriculture intensive est extrêmement dispendieuse en coûts de production, et qui agissent sur de meilleures valorisations des produits. Pour y parvenir, il faut aussi que la recherche agronomique progresse, car contrairement à ce que souvent on imagine, l'agriculture agroécologique, le bio, comme on dit, est beaucoup plus technique que l'agriculture industrialisée. Donc il faut effectivement que la recherche et le développement soient beaucoup plus en aide aux agriculteurs. Et un dernier point, je voudrais qu'on en parle, l'océan. C'est aujourd'hui un petit peu, et c'est vous qui le dites, le grand oublié des négociations sur le climat. Est-ce que vous pensez que la transition agroclimatique doit justement intégrer la question de la gestion des océans? Vous avez été une très bonne lectrice. Alors, on essaye de faire bien notre travail à TV5. Alors voyez-vous, vous avez en ce moment 196 pays qui se réunissent à la COP. Lorsqu'ils rendent des comptes, ils regardent effectivement toutes les émissions brutes, ils regardent bien le CO2 qui est stocké ou qui est déstocké par les forêts, rien sur l'océan. Or, l'océan, c'est une aberration, mais ce n'est pas la seule. Par exemple, pendant très longtemps, on ne s'est pas occupé du transport aérien international ou du transport maritime international, pour des raisons aussi aberrantes. Ce qui est souvent avancé pour expliquer cette espèce d'angle mort, c'est que l'océan, il est à tout le monde. Mais en réalité, si vous regardez les zones d'exclusion économique, vous voyez que, par exemple, à peu près plus de 80% de la pêche, elle est dans les zones d'exclusion économique. Et les pays sont responsables de ces zones. Et le premier facteur d'affaiblissement de la biodiversité marine, c'est la surpêche. Donc vous voyez combien il serait extrêmement important de remettre l'océan au cœur de la question. Pourquoi ? Parce que l'océan absorbe chaque année le quart
des émissions de CO2 qui partent dans l'atmosphère et l'océan contient énormément de carbone. Si jamais ce puits de carbone s'affaiblit, ce serait très grave pour le climat. Alors peut-être que lors de la COP29 l'an prochain, la question des océans sera intégrée aux discussions. Merci beaucoup Christian de Pertuis. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et auteur de l'ouvrage Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat. C'est à retrouver aux éditions Gallimard. Placement